Présidente du conseil régional, je voudrais saluer Stéphane Travers, que j'ai aperçu, qui a œuvré à mon poste et qui est désormais, je suis très content de vous retrouver à la présidence de la commission des affaires économiques à l'Assemblée nationale. Je voudrais saluer les présidentes qui sont présents dans la salle, et saluer l'ensemble des administrateurs sortants et puis saluer les administrateurs entrants. Saluer les anciens présidents, alors on me permettrait d'avoir une attention particulière pour Marcel Deneux, que je connais depuis très longtemps, par personne interposée, si je peux dire. Et je suis très heureux de le retrouver, au fond, il doit y avoir quelque chose de génétique à la FNPL. J'ai eu la même vivacité, la même curiosité, la même envie en permanence d'essayer de se dépasser, de trouver des solutions aux problèmes. Vous en avez connu, vous en avez traversé, que traverse cette filière comme bien d'autres filières. Et donc je voudrais vous saluer. Puis saluer, vous avez remarqué que j'étais encadré par les deux Arnaud, Rousseau et Gaillot. C'est vrai que nous nous fréquentons beaucoup en ce moment. Je pense pour la bonne cause. J'en dirai un mot sur cette question de crise, parce que c'est des éléments importants. Puis saluer la présidente du COPA, Christiane Lambert, et vous saluer toutes et tous. Et puis saluer les équipes de la FNPL, les équipes administratives qui œuvrent auprès de vous depuis des années, qui sont souvent, je le sais, des alliés précieux pour essayer d'avancer et de trouver des solutions. Je voulais faire mon propos en deux temps. Le premier, d'abord, pour rappeler, vous l'avez fait, Monsieur le Président, et d'autres l'ont fait avant moi, mais quand même, on fête les 80 années de la FNPL, les 40 ans de votre engagement et les 12 années de votre présidence. Plusieurs anniversaires à la fois, ça fait beaucoup de bougies à souffler, mais quand même dire ce qui s'est passé dans les 12 années, c'est pour montrer ce qui s'est fait, et les crises que vous avez pu et que vous avez traversées pour cette filière qui est une filière évidemment très importante. Vous avez dû affronter des crises de nature diverses. D'abord, vous dire que la filière bovine laitière a été le précurseur de la contractualisation, écrite et mise en place en France dès avril 2011. La FNPL a été fortement motrice dans l'accompagnement des producteurs de lait, dans la contractualisation et dans la mise en place des organisations de producteurs. C'est à la demande notamment de la FNPL et du CNIEL qu'ont été rédigés les guides de bonnes pratiques pour les mises en place de ces contrats écrits, et c'était tout à fait précurseur, en tout cas à l'époque, c'était tout à fait précurseur. Ce cadre national a même inspiré un certain nombre de dispositions européennes. Je pense au paquet législatif fruit des réflexions pérennes suite à la crise laitière de 2009 et en anticipation de la sortie programmée étant redoutée des quotas laitiers. Par la suite, la réforme de la PAC de 2013 a permis au titre du règlement OCM de maintenir les acquis du paquet lait et d'obtenir en droit européen des avancées, et tout ça en droit au travail que vous avez fait auprès des instances européennes, au niveau français, et auprès des instances européennes. Au titre de la mise en œuvre nationale, des aides couplées, vous l'avez rappelé, pour la filière laitière ont été mises en place sur l'ensemble du territoire. C'était audacieux et c'était utile, et tout le monde a pu le reconnaître, et plus seulement un zonage en zone de montagne. Ainsi, dans un contexte de marchés internationaux plutôt favorable à la sortie des quotas laitiers, le 31 mars 2015 n'a pas été créé en elle-même le choc important en France quand il y a eu la sortie des quotas laitiers qu'ont pu connaître d'autres pays, parce que nous nous étions préparés, et grâce au travail que vous aviez fait, nous nous étions préparés au travers des contrats écrits qui encadraient évidemment les volumes. Ce ne fut malheureusement pas le cas pour longtemps, ni partout en Europe, puisque les filières laitières françaises et européennes ont été confrontées à une crise européenne d'ampleur. C'était il y a 8 ans, 2016-2017. Il y a un déséquilibre de marché. Dans ce contexte, l'État a mis en place d'importantes aides pour accompagner les éleveurs, et la FNPL a œuvré pour que le prix du lait en France, déjà à l'époque, et les revenus des producteurs de lait soient moins affectés que dans d'autres États membres. Après cette période difficile sur les marchés du lait, les États généraux de l'alimentation, et c'est pour ça que je suis heureux de saluer Stéphane Travers, ont permis de faire émerger la nécessité d'un nouveau cadre. Ils en avaient été beaucoup à porter ce fruit-là. La loi Egalim de 2018, puis la loi Egalim 2 de 2021 sont venus progressivement renforcer le poids de l'amont dans les relations commerciales, notamment par la mise en avant des coûts de production et leur prise en compte dans une optique de marche en avant, enjeu majeur s'il en est pour la filière laitière, et pas seulement pour la filière laitière, et enjeu d'actualité évidemment s'il en est. En 2020, nouveau soubresaut, la crise de la Covid-19 a fortement perturbé les marchés. La collecte de lait a pu être maintenue, et on doit aux producteurs, aux transformateurs, aux distributeurs, malgré les restrictions sanitaires que nous avons tous connues. Et le CNIEL a mis en place sur ses réserves financières, vous l'avez rappelé, Monsieur le Président, une aide pour les éleveurs qui ont réduit volontairement et temporairement leur production au printemps 2020, à la période la plus difficile de cette crise. Et c'était une initiative novatrice et salvatrice à l'époque. Enfin, et j'en finis sur cette période du passé, si je peux dire, le déclenchement de la guerre en Ukraine lié à l'invasion russe a eu sur la filière laitière des effets forts, comme sur une bonne partie de l'économie. La hausse des coûts de production, une inflation marquée. La consommation de produits laitiers résiste bien en volume, et les segments les plus haut de gamme, vous en avez parlé, j'en dirai un mot dans ma conclusion,
marque un repli des marques nationales vers les MDD, fort impact sur la consommation AOP IGP, évidemment fort impact sur le bio. Là encore, la FNPL a resté très mobilisée sur la défense du prix du lait, vous en avez parlé, pour faire en sorte que nous puissions avancer et qu'on puisse garantir quelque chose qui permette le renouvellement des générations. Le président Gaillot en a parlé. Les perspectives que nous avons pour le gouvernement dans cette période de crise, et j'en dirai juste un mot après, c'est d'abord de travailler à la poursuite d'Egalim. Egalim a plutôt fonctionné dans un certain nombre de secteurs, dans un certain nombre de domaines, dans des périodes particulières. Je le dis sous l'œil M. Dahan, dont je remercie vraiment du travail qu'il fait de médiation et d'expertise sur ces sujets-là. Je trouve qu'il fait un travail tout à fait remarquable. Et dans ce contexte difficile, on a pu faire passer un certain nombre de hausses. On n'est pas encore au bout du chemin. Nous reconnaissons qu'on a pu faire avancer, mais nous avons aussi décidé de renforcer les contrôles, parce que d'abord, il faut que la loi soit appliquée. Et puis, on a vu qu'avec qu'un certain nombre d'opérateurs avaient pu essayer de dévoyer la loi, la première, la deuxième et les suivantes. Et donc, on a besoin d'améliorer le cadre législatif et réglementaire. C'est le sens de la mission parlementaire qui a été confiée à Mme Babot et M. Izard, député. Il concerne les 6 grands domaines que vous avez quelque peu évoqués: la contractualisation écrite, les indicateurs de coûts de production, la sanctuarisation de la matière première agricole, les clauses contractuelles, les pratiques commerciales déloyales, et enfin, les mesures européennes. On voit bien que dans le cadre européen, il y a un certain nombre de gens qui essayent de dévoyer la loi. Il me semble que c'est un élément très important. Deuxième élément que je voulais évoquer pour faire écho à ce qu'a dit Arnaud Gaillot sur le sujet, c'est la question du renouvellement des générations. Je pense qu'on a fait un bon travail, en tout cas sur la question de favoriser le recrutement de jeunes talents, si je peux dire, dans toutes les filières, et en particulier des filières laitières, puisqu'on sait que nous aurons la moitié des éleveurs qui seront en âge de partir à la retraite d'ici 10 ans. On a besoin de renouvellement de génération. Le renouvellement de génération, c'est la question de la rémunération. Je viens de l'évoquer, vous l'avez évoqué tous. Le deuxième sujet, c'est de faire découvrir les métiers. Le troisième sujet, c'est de revaloriser le blason, si je peux dire. Alors, c'est pas dans cette salle qu'on avait besoin de le faire, mais à l'extérieur, de l'élevage. Et puis, le quatrième sujet, c'est les conditions de travail. La rémunération étant liée à cela, il me semble que la question des conditions de travail est un élément très important, et donc on doit renforcer l'attractivité des métiers, porter des nouveaux outils de soutien à l'investissement sur le foncier, mais aussi sur le partage de capitaux. Arnaud Rousseau disait à juste titre, on est sur des portages de capitaux qui sont très importants, et donc il faut qu'il y ait du revenu qui soit derrière pour permettre que les choses se fassent. Et donc on a besoin de travailler dans ce domaine, et c'est des choses qui seront mises sur la table à l'occasion du PLOA, au-delà des moyens financiers déjà posés sur la table. Le PLOA sera présenté en Conseil des ministres le 29 mars, débattu le 13 mai à l'Assemblée nationale, et ensuite au Sénat pour avoir une lecture, si possible, on verra à la commission mixte paritaire si elle aboutit, une commission mixte paritaire qui puisse aboutir d'ici l'été. Il y a des outils pour favoriser le renouvellement des générations. Et puis, je voudrais rajouter les outils qu'on a rajoutés dans ce texte au titre de cette crise, je pense aux objets de simplification. On avait singulièrement besoin d'étoffer parce qu'il y a besoin d'outils de partage capitaux, il y a besoin des sujets de rémunération. Mais reconnaissons qu'en élevage, et pas seulement en élevage, il y avait besoin de porter des voies de simplification, et c'est tout le sens des mesures qui sont faites. Certaines relèveront du décret, certaines relèveront de la loi, pour faire en sorte, au fond, pour être très simple, que quand on a un projet d'élevage, quelle que soit la nature de l'élevage, la procédure ne vienne pas entraver la volonté de faire soit un agrandissement, soit une installation, soit un nouvel élevage. C'est bien la difficulté dans laquelle on est. J'ai toujours été très frappé par ça. Je suis très heureux qu'on ait ça dans la loi. Évidemment, ça met un peu de temps, puisqu'il faudra que la loi soit votée. Mais ça se verra à terme dans les exploitations, et en tout cas pour celles et ceux qui veulent s'installer, ça se verra quand les simplifications seront bien à l'œuvre. Ça me permet de dire un mot de la crise que nous traversons. Arnaud Rousseau et Arnaud Gaillot en parlaient, vous aussi d'ailleurs vous en parliez. C'est une crise d'ampleur très grande, qui est sans doute le produit de la sédimentation de plusieurs facteurs. Quelles sont les difficultés qu'on a? La première difficulté, c'est la crédibilisation de la parole publique. Et c'est vrai qu'on a un sujet, depuis 20 ou 25 ans, la simplification, la politique agricole commune, la productivité, la compétitivité, vous en avez entendu à longueur de tribune. Et donc, nous avons besoin de retrouver des voies non seulement de dialogue, mais de confiance. Deuxième élément, on a besoin aussi d'aller, c'est parfois ce qui est fastidieux pour les uns et les autres, dans le détail des choses. On dit qu'on veut avancer sur la transmission, quels sont les outils, quels sont les moyens, quelles sont la fiscalité. Il y a des choses qu'on peut faire tout de suite, des choses sur lesquelles il faut se mettre en perspective. Mais je pense que c'est utile d'aller dans le fond des choses pour dépasser les mots et les promesses. C'est tout le sens du travail que nous devons continuer à faire pour essayer d'aboutir, moi je pense, le plus rapidement possible. On doit pouvoir y arriver pour que ce qui a été dit soit fait, ou soit fait dans un calendrier qui est, comment dirais-je, mesurable.
à l'échelle des exploitations agricoles et à l'échelle des syndicats. Et donc, on a besoin de travailler sur ce sujet-là parce qu'il me semble que c'est un élément très important. Ça me permet de dire un mot du plan élevage. Je pense qu'on a bien travaillé sur ce plan élevage dans ses principes et je crois qu'on est tout à fait d'accord sur les choses qui sont dedans. Permettrait de dire deux choses. Vous m'en avez parlé la semaine dernière, Monsieur le Président. On a besoin de travailler sur la question des labels carbone et de déboucher. Donc, dans les prochains jours, j'aurai rendez-vous avec le ministre de la Transition écologique sur ces sujets-là pour qu'on ait un label carbone qui vienne encourager la transition et les efforts qui sont faits pour réduire l'empreinte carbone et qui ne viennent pas encore réinterroger la question de est-ce que l'élevage a sa place dans la trajectoire carbone. Et donc, on a besoin de ça. C'est valable sur le porc, c'est valable évidemment sur la filière laitière, c'est valable sur toutes les filières animales. On a besoin d'avoir des outils qui seront aussi des outils de financement et qui sont des outils vertueux parce qu'ils viennent encourager celles et ceux qui s'engagent dans ces trajectoires-là. Et je sais que vous y êtes tout à fait prêts. Et donc, on a ce premier élément. Et puis, le deuxième élément, vous y avez fait allusion à plusieurs fois, si je peux dire, c'est les engagements qui ont été pris sur la mesure dite élevage, fiscale et sociale. Et je me sens tout autant engagé par une mesure qui a été annoncée par un collègue que par une mesure qui a été annoncée par moi-même. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans mon bureau que ça a été décidé que cette mesure ne doit pas s'appliquer. Donc, vous pourrez me trouver au rendez-vous pour faire en sorte que ce qui a été les attendus, les principes et les modalités qui ont été prévus, fiscales puis sociales, sur les montants qui ont été prévus, puissent être au rendez-vous. On doit ça à l'élevage. C'est une mesure sur de lutte contre la décapitalisation qui est une mesure très forte. C'est un signal sur lequel il faut qu'on y arrive. Et donc, vous pouvez compter sur moi pour faire en sorte qu'on porte cet élément-là. Il me semble que c'est un élément évidemment très important. Le label est un sujet d'actualité et la question de la mesure élevage qui me paraît très important. Et puis enfin, je voudrais finir sur un certain nombre de simplifications qui sont à l'œuvre. On en a peu parlé, le président Rousseau l'a évoqué rapidement. Je le dis sous l'œil de Christian Lambert sur les mesures européennes. On a singulièrement un certain nombre de mesures européennes qui vont concerner l'élevage. D'abord parce que vous êtes souvent en polyculture élevage, sur les mesures de jachère, puisque nous avons obtenu le fait que la dérogation maintenant court jusqu'à la fin de la PAC 2027. Et puis deuxième élément, sur les mesures de prairie permanente, ce qu'on appelle la BCE1 dans notre jargon collectif, pour faire en sorte que la pénalisation qui était encourue dès 2024 soit levée dans une mesure qu'il faut qu'on calibre après pour la suite. Mais dès à présent et dès cette année, on va avoir des mesures de simplification qui seront concrètement visibles pour les agriculteurs et pour ne pas se retrouver sous un régime d'autorisation ou un régime de déclaration qui était tout à fait ubuesque, puisqu'au fond, il ne tenait pas compte de l'artificialisation des sols, il ne tenait pas compte des surfaces qui étaient retirées de la PAC, et il ne tenait pas compte de la décapitalisation. Et donc, nous avons besoin de trouver une trajectoire, me semble-t-il, sur ce sujet-là. Puis avant de dire un mot, je pense et j'espère que cette crise sera utile. D'abord, j'espère qu'elle aura été utile pour nos concitoyens. La présidente Pécresse en disait un mot sur la question du rapport de la société avec son agriculture. On ne peut pas dire qu'on aime l'agriculture et dans ses actes d'achat n'est pas essayer de le traduire. On ne peut pas dire qu'on aime la souveraineté et qu'on veut défendre l'agriculture si l'ensemble des acteurs de la chaîne de valeur, les producteurs, mais surtout les transformateurs et les distributeurs, ne jouent pas leur rôle et leur place de manière importante pour faire en sorte qu'on réponde à ce défi qui est de trouver une juste rémunération pour garantir la souveraineté. Cette crise, elle aura été utile si on a réussi à faire bouger les lignes européennes. Je trouve qu'elle bouge singulièrement. On aura un dernier point, me semble-t-il, au-delà des simplifications qui sont à l'œuvre, c'est de repenser le Green Deal dans une logique qui soit une logique certes de transition, mais aussi une logique qui permette à l'Europe de garantir sa propre souveraineté alimentaire dans un monde singulièrement déréglé à tout point de vue, avec parfois même des dirigeants un peu déréglés eux-mêmes, si on peut dire les choses ainsi, et qui font peser de lourdes menaces sur l'alimentation du monde. Et donc on aura avancé dans cette crise si on a réussi à le faire. On aura avancé dans cette crise si on a réussi un certain nombre d'œuvres de simplification sur les sujets. On a commencé à le faire, c'est vrai que ça paraît long, je le dis, ça paraît aussi long au ministre, je vous rassure de ce point de vue-là. On a besoin d'avoir des mesures de simplification qui soient tangibles. D'une certaine façon, de changer le logiciel, non pas seulement au niveau européen, non pas seulement au niveau des responsables publics, c'est valable d'ailleurs dans des responsables publics nationaux comme des responsables publics locaux, mais aussi au niveau des administrations. On a besoin de travailler avec nos administrations, non pas pour les vilipender, mais pour dire que le changement de doctrine doit se trouver aussi sur le territoire et sur ces éléments-là. Et dans ces cas-là, si nous avons réussi à faire tout cela dans un temps qui est quand même assez court, il me semble que cette crise, elle aura servi l'agriculture française. C'est ça qu'il faut. Je ne sais plus qui disait, il ne faut pas que cette crise ait été inutile. Je ne compte pas que cette crise ait été inutile. Je compte qu'elle redonne des perspectives et qu'elle redonne, et je le dis ici à la FNPL, à des acteurs qui ont envie de se projeter au-delà des sujets très concrets du moment, à 10, 15 ou 20 ans. Et c'est ça qu'il faut qu'on arrive à réussir. Et puis, je voudrais juste finir par un sujet et puis un mot plus personnel. Vous m'avez invité à le faire, Monsieur le Président, sur la question du bio et du producteur bio.
On a effectivement annoncé des fonds complémentaires, une aide d'urgence, mais c'est vrai, on en a parlé au Salon de l'agriculture, elle ne touche que marginalement les producteurs laitiers bio, et donc il y a une difficulté. Et donc je compte bien confirmer ce soir devant vous la volonté que j'ai d'avancer sur un travail complémentaire dans le cadre de ces déploiements, voire plus, consistant à s'appuyer en particulier sur le fonds Avenir Bio, et pour faire écho à une mesure qui avait été prise aussi sur les porcs. De même nature, il faut qu'on arrive à avancer pour que les producteurs laitiers bio aient bien un signal. On ne souhaite pas la décapitalisation ou la déconversion. Dans les deux cas, ça serait de toute façon dramatique. Et donc, on va continuer à travailler. Nous sommes collectivement, d'un point de vue binomique, si je puis dire, dépositaires de la demande que vous avez faite et dont je me sens évidemment comptable et qu'on pourra suivre dans les semaines et dans les mois qui viennent. Et donc, je voudrais saluer l'ensemble de vos travaux, l'ensemble du travail que vous avez fait, Monsieur le Président. On aura besoin de travailler aussi sur... on va réunir les collectivités locales dans une conférence des solutions parce qu'on sait à quel point la commande publique peut être un levier formidable pour le lait, et y compris pour le lait bio, pour faire en sorte que nous saillions une démarche vertueuse au niveau national. Il faut d'abord que ça s'applique au ministère, aux administrations de l'État, mais ici, il faut aussi qu'on travaille avec les collectivités locales. Et donc, je voudrais juste finir par un mot plus personnel, pour remercier, vous l'avez tous fait, le président Roquefeuille de son engagement. Je voudrais... on s'est connus un peu avant que je ne sois ministre de l'Agriculture, puisque fréquentant déjà les allées du salon, on a eu l'occasion. J'ai toujours été frappé par deux choses. La première, votre détermination sans faille, qui vous a permis à la fois d'œuvrer dans le milieu professionnel, mais ça a été évoqué par plusieurs d'entre vous aussi, de faire face à des défis plus personnels. Et donc je trouve que cette détermination, elle est à saluer parce que dans le monde de l'engagement, et en saluant votre engagement, je salue l'engagement de vos équipes, de vos conseils d'administration, et puis l'engagement de vos amis et de votre famille, puisque l'engagement, c'est beaucoup d'absence personnelle. Et s'il y a des gens engagés, c'est aussi qu'il y a d'autres gens qui, à côté, essayent de faire continuer à tourner les choses et qui acceptent, au fond, beaucoup d'absence. Et donc, je voudrais saluer votre détermination. Et puis, quelque chose qui ne vient pas obérer, d'ailleurs, votre détermination, c'est votre capacité à prendre un peu de distance et parfois à d'œuvrer avec humour, qui ne nous donne pas moins de force aux arguments que vous développez. Donc, je voudrais vraiment saluer votre engagement national. Et j'en ai été moi-même parfois victime, témoin. Donc, je voudrais saluer votre engagement national, votre engagement européen, votre détermination et cette capacité que vous avez à prendre de la distance avec sérieux, mais quand même avec ce petit trait d'humour qui fait que le message quand même est passé au travers des mots que vous exprimez. En tout cas, merci à toutes et à tous. On continue le travail. Merci à Thierry Roquefeuille. Bravo au travail que vous avez fait parce que c'est des éléments tangibles qu'on a sur la table. Ça donne une lourde charge à ceux qui vont vous succéder. Mais je ne doute pas que dans la tradition que vous avez évoquée cet après-midi, ceux qui vous succèdent continuent à œuvrer dans le sens du développement de cette très belle filière laitière française. Merci à toutes et à tous.